Bonjour, merci d'être parmi nous. Nous allons aborder un sujet qui nous tient énormément à cœur et je tiens à remercier les participants à cette table ronde qui s'engagent et se sont engagés personnellement dans cette aventure. Vous savez qu'aujourd'hui, un enfant est harcelé toutes les 2 minutes, ce qui veut dire que pendant que notre table ronde va se tenir, nous aurons 30 enfants qui auront été harcelés en France. Ça vous donne une idée de l'ampleur du problème. Lorsqu'on parle de harcèlement, on parle aussi de cyberharcèlement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux cas dans lesquels le cyberharcèlement est le prolongement du harcèlement scolaire. C'est le thème d'un rapport qui a été mandaté par l'Institut Montaigne et je vais laisser les participants se présenter rapidement et ensuite Thierry Jadot, qui a coprésidé ce rapport de l'Institut Montaigne, aura la primeur de nous dévoiler quelques-uns des grands constats qui ont été faits. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cet accueil et cette présentation. Moi, j'ai dirigé un groupe de communication qui s'appelle Dentsu pendant un certain nombre d'années et je me suis intéressé très vite aux problématiques de culture numérique et comment on fait en sorte que les jeunes puissent s'approprier davantage le numérique pour être plus autonomes. Et dès lors qu'on parle d'autonomie, finalement, tout ce qui relève du cyberharcèlement est assez proche de ces problématiques. Bonjour, je suis Oriana Labruyère, je suis avocate et j'interviens également sur les sujets cyber. Bonjour, Arnaud Dechoux, moi je suis responsable affaires publiques chez Kaspersky, une société de cybersécurité qui a l'honneur d'être partenaire du CEF6 pour cet événement. Bonjour, je suis Sébastien Racine, huissier de justice. J'ai été gentiment invité par le CEF6 pour intervenir sur la collecte de données et notamment sur la collecte de preuves dans le cadre de cyberharcèlement. Et donc je vais pouvoir vous faire partager un peu mon expérience personnelle dans le domaine. Bonjour, je suis Laetitia Soyer, je suis responsable du programme de sensibilisation au sein du CEF6 et aussi chef de projet depuis un certain nombre d'années dans la cybersécurité, dans le secteur des banques et assurances. Je voulais peut-être qu'on démarre cette session par quelques statistiques parce que en discutant avec des psychiatres, on se rendait compte qu'il n'y avait pas toujours des données suffisamment fiables sur la situation en France concernant le cyberharcèlement. Il y a beaucoup de statistiques qui existent aux États-Unis. On s'est inspiré d'une étude que réalise régulièrement le Pew Search Center qui interroge des enfants entre 13 et 18 ans. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on interroge des enfants non pas entre 13 et 18 ans, mais à partir de 11 ans, parce que c'est à partir de 11 ans que souvent les parents, d'abord ça correspond à l'entrée en 6e, et que les parents confient un portable. Et on a interrogé 3000 enfants entre 11 et 20 ans, on a interrogé 1000 parents de ces 3000 enfants, et on a interrogé aussi des représentants français, c'est-à-dire 1000 personnes. Donc au total, on a interrogé 5000 personnes avec AXA Prévoyance, on l'a fait avec Dentsu, on l'a fait avec l'Institut Montaigne, et c'est Odoxa qui a réalisé cette enquête. On a complété cette enquête par un certain nombre de focus group pour bien comprendre les problématiques dans le détail. Alors on a réalisé des enquêtes plutôt sur les cyberviolences qui intègrent le cyberharcèlement. Il y a aussi l'accès aux contenus choquants, qu'ils soient pornographiques ou incitation à la haine raciale. Donc c'est un panorama qui est assez large, à la fois sur les usages des adolescents, mais également sur les violences au-delà du cyberharcèlement. Donc je voudrais partager avec vous quelques constats. Alors le rapport est en ligne sur le site de l'Institut Montaigne. Je vous invite à le lire. Il a été diffusé en avril 2020. Ça a son importance compte tenu de ce qui est arrivé depuis. Et on a constaté, j'en ai synthétisé, j'ai retenu 6 constats importants. Le premier constat, c'est qu'il n'existe pas pour une très grande majorité des enfants et adolescents de différence entre leur vie réelle et leur vie numérique. Et ça a une incidence très claire sur l'approche qu'on peut avoir à l'égard du cyberharcèlement et du harcèlement. Comme vous le savez, il existe 2 numéros de téléphone. Et quand il y a un fait générateur qui se passe dans la cour de récréation, un fait d'harcèlement, lorsqu'il
il vient sur les réseaux sociaux le soir, quel numéro j'appelle, le 3018 ou le 3020? Déjà, première confusion, il n'y a pas de différence pour un enfant entre le harcèlement et le cyberharcèlement. Deuxième constat, c'est que les plateformes utilisées par les jeunes divergent de plus en plus des plateformes utilisées par leurs parents, puisque les plateformes utilisées par les jeunes, c'est prioritairement Snapchat, c'est suivi d'Instagram, et on voit monter très significativement la plateforme TikTok, alors que les parents utilisent majoritairement Facebook, et que les enfants utilisaient par le passé Facebook. Ce qui veut dire qu'il y a une difficulté grandissante pour les parents de maîtriser la vie numérique de leurs enfants. Avec une difficulté additionnelle, c'est que parents et professeurs sont également dans un apprentissage du numérique. Donc il n'y a pas de, contrairement à d'autres types d'apprentissage, de transmission intergénérationnelle de ce savoir, et ça c'est un vrai sujet. Troisième constat, c'est que 56% des jeunes en France, entre 11 et 20 ans, disent avoir été victimes de cyberviolence au moins une fois, et 35% estiment avoir été victimes de cyberviolence plusieurs fois, avec une prévalence de 5 points dès lors qu'il s'agit des jeunes filles. 24% des jeunes reconnaissent avoir commis des cyberviolences ou avoir été complices de cyberviolences. Quatrième constat qui nous a semblé très important, c'est que les parents sous-estiment l'accès par leurs enfants à des contenus violents et des contenus pornographiques. Sachez simplement que vous avez à partir de 14 ans les mêmes taux d'un point de vue d'accès à des contenus choquants ou pornographiques chez les enfants de 14 à 20 ans que chez les adultes. Donc il n'y a pas de différence. En revanche, les jeunes surestiment leur maîtrise de l'Internet. Ils sont 91% à estimer qu'ils savent gérer leurs données en ligne. Ce qui me fait dire que les digital natives sont souvent des digital naïves, pardon pour le jeu de mots. Cinquième constat, qui est fondamental, c'est qu'il y a un phénomène à la fois de défiance des parents à l'égard de l'État, défiance des parents à l'égard de l'éducation nationale et également ignorance. 3 statistiques. 69% des parents ne font pas confiance à l'éducation nationale lorsqu'il y a un problème de type cyberharcèlement qui concerne leur enfant. En revanche, et ça c'est aussi intéressant parce que ça donne une perspective quant au levier que l'on peut utiliser, 67% des jeunes font confiance à leurs professeurs. Dernière statistique sur ce sujet, 61% des parents ne savent pas à qui s'adresser lorsqu'il y a un problème de cyberharcèlement pour leur enfant. Sixième et dernier constat, c'est qu'il y a dans ce phénomène du cyberharcèlement et du harcèlement une multiplication des acteurs. Bien sûr, l'éducation nationale est au cœur, mais vous savez très bien que les problématiques de cyberharcèlement ou la navigation sur Internet, comme elle n'est plus autorisée à l'école, c'est en dehors des plages horaires scolaires que se produit le cyberharcèlement, même si le fait générateur a eu lieu dans la cour de récréation. Donc l'éducation nationale, bien sûr, est au cœur du système, mais aussi tout ce qui relève du périscolaire, de la cantine, des transports, bien sûr des plateformes, bien sûr des opérateurs téléphoniques. Et cette multiplication, je dirais, des acteurs rend, et on va en parler tout à l'heure, la complexité, le fait d'adresser la problématique encore plus complexe. Il y a un grand nombre d'acteurs, je pense à Pharos, je pense à la brigade, je salue le général qui est ici, la brigade numérique de la gendarmerie, je pense au 3018, je pense au 3020, je pense à un grand nombre d'acteurs qui agissent dans cet univers-là, mais qui ne sont pas coordonnés et qui parfois utilisent des codes qui ne sont pas le code des enfants. J'en cite juste un, les enfants, il y a longtemps qu'ils ne téléphonent plus. Et à partir du moment où vous dites, si vous êtes cyberharcelé, eh bien, utilisez un numéro de téléphone, ce n'est pas dans les codes de la jeunesse. Voilà. Merci Thierry. Je pense que là, nous avons une vision des grands constats. J'imagine que vous avez appris des choses nouvelles. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous voyons d'une part comment se prémunir, comment protéger nos enfants, que faire pour que le cyberharcèlement n'arrive pas. Et puis, dans un deuxième temps, on regardera comment on peut faire, puisque le cyberharcèlement a eu lieu, comment faire
pour protéger nos enfants a posteriori. Donc je vous propose de commencer par avoir la vision d'une grande société de cybersécurité que nous connaissons tous, Kaspersky, qui travaille énormément sur ces sujets et qui a développé un certain nombre d'outils pour essayer de protéger les enfants. Merci beaucoup Brigitte et merci beaucoup au CEF6 de nous donner la parole sur ce sujet important. Effectivement, l'idée c'est de parler de quelques outils et de quelques moyens pour essayer de limiter ce phénomène, puisque bien sûr les outils ne font pas tout et comme on va le voir, la solution réside beaucoup dans le dialogue. Peut-être déjà pour commencer par donner quelques chiffres. Alors Thierry Jadot en a déjà donné beaucoup. Chez Kaspersky, on va sortir la semaine prochaine une étude sur les parents face aux dangers d'Internet, qui viennent, je pense, compléter ceux qui sont donnés par les chiffres qui sont donnés par l'Institut Montaigne. Alors, je vais juste vous en donner quelques-uns. On a remarqué que sur Internet, 6 enfants sur 10 ont été confrontés à des images violentes ou à caractère sexuel avant d'entrer au lycée. Donc, c'est assez cohérent. Mais face à ce constat, les parents sont souvent impuissants, du moins s'estiment impuissants pour accompagner leurs enfants dans l'usage du numérique. Un autre chiffre, c'est que 21 des parents de collégiens, cette fois-ci, déclarent que leur enfant ou un des camarades de leur enfant a été victime de cyberharcèlement. Donc c'est un chiffre qui, bien sûr, qui est sans doute largement sous-estimé. On remarque d'ailleurs, selon la même étude, 17% des parents ne savent pas si leur enfant ou un de leurs camarades a été victime. Donc je crois que vous disiez à l'instant 36%, on arrive à peu près au même chiffre. Donc vraiment des chiffres impressionnants. Et ce qui est assez inquiétant face à ces chiffres, c'est que les parents s'estiment souvent désemparés. Pour vous donner un dernier chiffre sur ce point, donc 25% des parents s'estiment mal informés sur la manière de protéger leur enfant. Et 25% également ont le sentiment d'être mal préparés à réagir dans le cas où leur enfant serait victime de cyberharcèlement. Je me serais attendu personnellement à un chiffre encore plus élevé, mais en tout cas ça donne une première piste pour montrer que le phénomène est bien réel du côté des parents et qu'il reste encore beaucoup à faire. Pourtant il existe des outils et des moyens pour répondre au développement de ce phénomène. On a remarqué notamment que les parents ont du mal pour l'instant à se saisir d'outils qui sont pourtant très répandus, qui sont les logiciels de contrôle parental. C'est le prisme sur lequel Kaspersky travaille à la base, puisqu'on a développé nous-mêmes un logiciel de contrôle parental. Donc là, on a remarqué que moins d'un parent sur 2 déclare avoir utilisé un logiciel de contrôle parental pour voir avec son enfant quel doit être son usage des outils numériques et pour surveiller, dans certains cas, son utilisation des outils numériques. Alors, une app de contrôle parental, à quoi ça sert? Ça peut servir à limiter le temps d'écran des enfants. On peut évidemment autoriser la consultation de certains sites web de telle heure à telle heure et après bloquer le téléphone de son enfant. Ça peut également, et c'est sans doute le plus utile, interdire l'accès à certains sites, à certains contenus, que ce soit, c'est ce que vous disiez à l'instant, des contenus pornographiques ou des contenus violents liés par exemple aux armes à feu. C'est aussi là un outil qui peut être utile. Pour autant, est-ce qu'une application de contrôle parental est la réponse complète au phénomène de cyberharcèlement? Certainement pas, on en a bien conscience. D'ailleurs, à l'époque, enfin il y a un certain temps, un parent pouvait suivre quels sont les posts de son enfant sur un certain nombre de réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est plus utile, c'est très utile, mais c'est plus possible, puisque notamment les réseaux sociaux interdisent l'accès à des applications tierces. Donc on ne peut plus suivre, on ne peut plus juste bloquer, par exemple, l'accès à Facebook, Instagram, TikTok ou autre, mais on ne pourra pas surveiller ce qui s'y passe. Donc un parent sera obligé, par d'autres moyens, d'aller vérifier ce que son enfant poste sur Facebook et s'il n'est pas lui-même harcelé ou si lui n'harcèle pas quelqu'un d'autre. Donc on voit que c'est une partie de la réponse, mais ce n'est pas totalement la réponse. Donc pour trouver une réponse efficace, sans surprise, il faut dialoguer avec son enfant. Il faut commencer par faire ça. On estime aujourd'hui que l'instauration d'un dialogue au sein de l'éducation avec l'enfant sera le seul moyen pour arriver à des résultats concrets. Donc typiquement, avant d'installer une application de parental ou autre, il faut vraiment
discuter avec l'enfant pour lui expliquer pourquoi c'est interdit, pourquoi il ne faut pas aller sur tel site, et c'est ce que les parents ne font pas encore, enfin largement pas aujourd'hui. En somme, il s'agit d'ancrer les usages numériques de l'enfant dans la réalité, puisqu'on sait qu'il y a un vrai continuum entre les violences physiques et les violences numériques. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en sensibilisant. Un dernier point peut-être pour mettre en exergue le fait que le cyberharcèlement et la cyberviolence ne concernent pas que les enfants. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est un phénomène qui peut toucher beaucoup de monde à tous les âges. On s'est intéressé chez Kaspersky à un phénomène depuis 2 ans maintenant qui s'est beaucoup répandu, suivant notre propre prisme de cybersécurité, qui sont les logiciels espions commerciaux, dits stalkerware, donc encore un nouvel anglicisme. On a vu un véritable boom au cours des 2 dernières années sur ces logiciels espions, qui sont des logiciels légaux. On peut les trouver très facilement sur Internet. Ça ne coûte pas grand-chose, peut-être 15 ou 20 euros par an. Et ils sont très faciles à utiliser. Donc, si on a accès au téléphone d'une personne, on pourra y installer un logiciel espion et suivre l'ensemble de sa vie numérique. Pour vous donner un chiffre, on a détecté chez les utilisateurs des solutions Kaspersky 1000 alertes en France. Vous allez dire, bon, ça va, c'est pas grand-chose. Mais si on prend en compte toutes les personnes qui utilisent un autre outil de sécurité, ou sans doute la grande majorité, ceux qui n'en utilisent pas du tout, on est sans doute sur des dizaines de milliers de victimes en France et des centaines de milliers, voire des millions dans le monde. Donc c'est vraiment, si on peut dire, la démocratisation de l'espionnage numérique qui s'est vraiment développée au cours des dernières années. Et on essaie de lutter contre ça. Donc ça peut être utilisé chez les enfants, mais un faisceau d'indices nous fait croire que c'est surtout dans le couple que c'est utilisé, donc dans le cadre de violences familiales ou de violences conjugales. En ce sens, la violence numérique est une des facettes des cyberviolences et des violences conjugales. Ça va venir en plus de violences physiques, de violences financières ou d'autres types de violences. Et c'est là que la réponse est très difficile à identifier, puisqu'il faut un travail commun entre les associations de défense des personnes victimes de violences, des activistes numériques, des solutions de sécurité, des éditeurs de cybersécurité et d'autres parties prenantes. Je cite un dernier outil qu'on a développé récemment pour tenter de trouver une réponse à ça, qui s'appelle TinyCheck. C'est un outil open source qui peut être téléchargé gratuitement sur Internet et installé sur un mini ordinateur portable de Raspberry Pi, que nombre d'entre vous doivent connaître, et qui est mis à disposition des associations de défense des femmes victimes de violences pour leur permettre de détecter très rapidement si un logiciel espion est installé sur un téléphone portable ou un autre appareil. Donc on va essayer de faire quelques démos sur le stand après, mais je vous invite à jeter un coup d'œil ou à venir en parler si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Donc, vous l'avez entendu, il existe des logiciels espions. En termes d'éthique, il est clair que nous les déconseillons. C'est pourquoi Kaspersky a investi massivement dans des outils de repérage de ces logiciels espions et en particulier des serveurs auxquels ils accèdent. Il est évident qu'on déconseille formellement de les installer sur les téléphones des enfants, mais on a fait cette petite parenthèse parce que c'est un phénomène qui se développe énormément et il est important que tout le monde en ait conscience, en particulier des professionnels de la sécurité tels que vous. Ce que je vous propose, puisque Arnaud nous l'a dit, les outils, aussi efficaces soient-ils, sont un des volets de la protection des enfants et une des façons de se prémunir contre les cyberharcèlements. Je propose à Laetitia, responsable du programme de sensibilisation au CF6, de nous expliquer quels sont les travaux qui sont menés, avec qui, les enfants, les parents, dans quel cadre, et je lui passe la parole. Alors nous, je ne vais pas vous présenter tout le programme, mais juste quelques briques. Les points importants sur le programme de sensibilisation, on en a 3. Pour nous, déjà, l'objectif, c'est d'aboutir à une sensibilisation qui est continue et aussi évolutive. Parce que bon, on bosse tous dans la cybersécurité et on sait que ça bouge tout le temps. Donc ça bouge aussi sur les attaquants et aussi sur les harceleurs. Ils vont changer de méthode, donc il faut que tout ça se suive. Ensuite, le deuxième point, c'est aborder notre façon de présenter cette sensibilisation de manière ludique.
je dirais presque humoristique, mais on fait appel à bénévolat parce qu'on n'a pas encore de super personnes qui seraient capables de rendre ça très humoristique. Donc ludique, on sait faire. Et le troisième point, ça serait utiliser un vocabulaire adapté aux âges. Donc nous, on sensibilise, on commence dès l'âge de 5 ans. Et notre cible, c'est jusqu'à 15 ans, mais tout ce qu'on fait au-delà de 15 ans, tout ce qu'on fait pour les 15 ans, c'est valable jusqu'à l'âge adulte. Et même ce qu'on fait pour les âges de 5 ans, c'est adapté aussi aux parents, aux accompagnateurs des parents, puisque de toute façon, c'est un ensemble qui fait que cette sensibilisation marche. Alors, je poursuis. Comment on procède en fait pour déployer cette sensibilisation ? Déjà, on conçoit des kits de sensibilisation et des ateliers. Pour concevoir ces kits, on s'appuie sur une sélection de contenus, des contenus que soit on crée nous-mêmes. Bon, il y a un petit exemple là, c'est une première vidéo qu'on a commencé à concevoir qui est vraiment spécifique sur le cyberharcèlement. Notre objectif dans la conception, c'est vraiment de répondre à la question qu'on entend très souvent dans les écoles, mais comment on fait pour s'en apercevoir ? Comment on fait pour se protéger ? Les enfants sont démunis, voire même ne se rendent pas compte quand ça arrive. Donc voilà, il y a des briques à connaître en amont, je vous explique un peu après. Et on conçoit aussi évidemment l'animation de manière à ce que donner envie qu'elle soit ludique et que les enfants s'amusent pendant ces ateliers-là. Et ensuite, nous avons aussi une démarche d'adoption de cette sensibilisation. Donc, on commence à développer, on va dire, une notion d'ambassadeur, de communauté d'ambassadeurs pour faire de la démultiplication, en effet, dans les écoles, au sein des parents élèves, des CDI, des professeurs. Voilà. La porte est ouverte de partout parce que ce sont des ateliers très simples, des discours très simples qui permettent d'avoir les bons déclencheurs. Donc l'objectif, c'est le premier, même sur les 5 ans, c'est une prise de conscience de ce que c'est la sécurité, comme quand on traverse la rue, on passe sur un passage piéton pour éviter qu'on puisse être vu de la voiture. Bon, là, c'est la même chose, mais sur le côté sécurité numérique. Donc, comment on fait pour prévenir... Alors, attendez, j'ai un petit... Alors, comment on fait pour, quelque part, prévenir la cybersécurité ? Je vais vous donner un petit exemple. On a fait le choix cette année de traiter nos ateliers parents-enfants accompagnateurs autour de la sécurité de la donnée personnelle. Alors, la donnée personnelle, évidemment, les enfants savent pas ce que c'est quoi une donnée personnelle. Bon, on n'est pas forcément là pour leur expliquer, mais leur donner déjà un tout petit exemple. Donc, on les fait participer en fait à un atelier sous forme de jeu de rôle autour du simple mot, la photo en fait. Donc je pense que même un enfant de 5 ans s'est déjà amusé avec un téléphone portable du parent ou prêté à essayer de faire une photo ou de cadrer quelque chose, même s'ils appuient pas sur le bouton. Donc, voilà, déjà avoir cette prise de conscience de comment on cadre une photo. Est-ce qu'on fait attention à ce qu'on y met autour? Est-ce qu'on est correctement habillé? Voilà, je vous donne quelques petites briques de l'atelier. Donc sur notre expérience, on a sensibilisé 150 enfants en 3 jours assez récemment, fin septembre, avec 50 adultes. Le constat, en fait, c'est déjà à peu près 90% vraiment ont montré un intérêt à cette sensibilisation au cyberharcèlement. Donc, alors, dès 5 ans, les téléphones sont vraiment à côté de leurs proches, donc ils les utilisent, ne serait-ce que pour regarder une petite vidéo sur YouTube, un dessin animé.
Et après, dès le primaire, avec le Covid, vous n'êtes pas censé savoir qu'ils ont utilisé aussi pour faire les devoirs et des recherches. Dès 8 ans, les enfants sont parfois ultra connectés, c'est ce qu'on a pu constater, et vraiment sans filtre privatif. Donc, on a un enfant qui est ressorti en disant « Oh mon Dieu, il faut que je mette du privatif ». Alors, je pense qu'il était hyper intelligent cet enfant-là parce qu'il s'est rendu compte, sans même qu'on l'emploie le mot, il s'est rendu compte qu'il avait un peu ouvert un peu les portes trop grandes et qu'il fallait qu'il fasse, même sans savoir, qu'il demande comment on fait pour les refermer au niveau des réseaux sociaux. Et dès 8 ans, c'est déjà du TikTok, c'est déjà du Snapchat. Et dès la 6e, un peu plus d'Instagram. Parmi tous ces enfants-là, ce n'est pas des stats précises en termes d'enquête, mais vraiment c'est un constat d'observation. 30% en fait, entre 7 et 11 ans, ont une carte SIM. Ça nous semble vraiment beaucoup parce que tout simplement, on a eu un petit mot, alors je vous ai mis des mots-clés qui sont employés au tout démarrage des ateliers par les enfants. Ils sont vraiment divers et variés, mais il y en a un qui nous a vraiment marqué, c'était urgent. Et ce mot urgent, en fait, a été un détecteur, parce que le mot urgent, derrière, finalement, les parents sont venus à la fin de l'atelier en disant « on fait quoi ?» En fait, notre enfant se fait harceler, donc il n'emploie pas le mot cyberharceler, mais dans la cour, mais aussi par SMS. Donc d'où le sujet de la carte SIM. En effet, quand on ouvre les téléphones sur la carte SIM, c'est un peu une ouverture aussi vers les harceleurs, et donc on augmente les risques. Bon, globalement, pour finir, la prise de conscience au risque des enfants est très faible. Les pratiques de famille sont peu contrôlées. Enfin, les familles contrôlent peu leurs enfants. La notion de contrôle parental ne leur parle même pas. Enfin, c'est pour rejoindre l'étude, vraiment sur le terrain, ils cherchent des réponses en fait. C'est quoi les logiciels? Est-ce qu'ils existent? Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont payants? Comment on les utilise? Les enfants connaissent les mots de passe de leurs parents et ça ne pose pas plus de problèmes que ça aux parents. Donc si vous êtes parents, mais voilà, ça nous a un peu marqué, donc je vous le relève. Un point positif, parce que nous aimons aussi relever le côté positif, les enfants utilisent des pseudos dans les jeux, donc du coup, voilà, ça les protège un peu. Donc voilà. Et donc tout ça pour relever qu'au niveau des ateliers, l'écoute est primordiale, sinon on n'aurait pas appris tout ça. Je crois que vous avez une équipe dédiée à la sensibilisation, dont tu voulais dire un petit mot très rapide. Donc c'est grâce à une équipe de 7 personnes que nous avons œuvré. Alors l'histoire est venue avec les fondateurs Nassira, que je remercie, et Aziz, de leur confiance, parce que j'ai commencé à travailler avec eux sur le sujet de la sensibilisation. Et puis j'ai été rejointe par Clara, Jean-Noël, Isabelle, Carole, Marie, Steph, mon bras droit de tous les instants. Voilà, donc je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Donc là, on a vu comment se prémunir. Malheureusement, on sait tous que, qu'on le veuille ou pas, qu'on a pris des bonnes dispositions, que l'on échange avec son enfant, qu'on échange avec le personnel de l'éducation nationale, le cyberharcèlement arrive. Et ce qui est intéressant dans le rapport de l'Institut Montaigne, que Thierry va nous présenter brièvement, c'est la partie comment qualifier le cyberharcèlement, quel délai et quels sont les grands jalons d'un moment de cyberharcèlement. Alors, je vais être extrêmement court parce qu'on a estimé, alors c'est pas le résultat d'une enquête très approfondie, mais qu'en fait, entre le fait générateur et le potentiel traumatisme, il s'écoule 10 jours. Ce qui veut dire que lorsqu'on a un phénomène de cyberharcèlement, si la crise n'est pas gérée en 10 jours,
l'emballement médiatique fait que, sans aucun doute, le traumatisme, à la fois chez la personne harcelée et potentiellement aussi, parce qu'il ne faut évidemment pas les oublier, chez la personne, chez l'harceleur et tous ses complices, qui souvent pensent qu'ils ne sont pas complices d'un phénomène de cyberharcèlement, c'est 10 jours. Et si je dis ça, c'est que, regardez, vous voyez, notre rapport est sorti en avril 2010. Si je prends l'affaire Samuel Paty, qui n'est pas une affaire de cyberharcèlement, Samuel Paty donne son cours le 6 octobre, il est assassiné le 16 octobre. Et là aussi, on a, vous voyez, ce délai de 10 jours, on le retrouve absolument partout dès lors qu'on parle de réseaux sociaux. La difficulté qui concerne le cyberharcèlement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est comme les parents et les enfants ne savent pas à qui s'adresser, donc forcément il y a une perte de temps. Comme souvent le corps enseignant et le principal ou le proviseur ne sont pas formés à la gestion de crise, puisqu'il s'agit, comme dans les entreprises, comme à la gendarmerie, comme dans l'armée, de dire c'est une gestion de crise, et une gestion de crise, je dirais, respecte un certain nombre de process, etc. Enfin, vous êtes tous amenés à gérer des crises dans vos organisations. Eh bien, on a cette perte de temps qui fait que le traumatisme, sans aucun doute, intervient compte tenu de la médiatisation, de l'emballement médiatique. Et c'est ça absolument qu'il faut qu'on arrive à corriger. On va parler des solutions tout à l'heure à la fin de ces entretiens, mais 10 jours, il faut retenir ça. Si on ne le gère pas avec des process de gestion de crise, eh bien on se retrouve avec des drames qui ne sont pas seulement des enfants qui se suicident comme la semaine dernière, mais aussi des drames qui sont des sujets de santé publique et qui vont concerner un grand nombre d'enfants, non seulement nos enfants d'aujourd'hui, mais dans leur vie d'adulte. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que le harceleur, si le harceleur il n'est pas approché très en amont, eh bien il y a une grande partie de ces harceleurs qui deviennent des délinquants. Il y a des pays qui, vous le savez, parce que c'est le cas dans l'univers de la santé, qui sont des pays qui soignent. Ce ne sont pas des pays qui travaillent la prévention. On est un pays qui préfère soigner que travailler la prévention dans l'univers de la santé. C'est pareil dans l'univers du cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'on va plutôt gérer le problème, y compris d'un point de vue pénal, on y reviendra, mais qui n'est pas suffisamment dans la prévention. Il y a des pays qui le font bien, les pays du Nord. Je vous invite à aller regarder un projet que fait la Finlande qui s'appelle Kiva, qui embarque le harceleur, le harcelé, qui donne de l'autonomie au chef d'établissement afin qu'il adresse la problématique du cyberharcèlement. Et comme par hasard, vous avez 50% entre les établissements qui ont mené ces expérimentations et ceux qui ne l'ont pas mené. Il y a 50% de cas en moins. Et d'autre part, 85% des cas sont réglés par l'intervention des acteurs organisés en gestion de crise. Merci Thierry. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un flash sur les responsabilités, donc on en a parlé, du harceleur, les responsabilités du harcelé, les responsabilités des témoins, puisqu'il y a différents types de témoins parmi les enfants ou d'autres qui peuvent être des témoins complices, qui peuvent être des témoins qui désapprouvent, qui peuvent être des témoins muets, et puis aussi la responsabilité des parents du harceleur, parents ou des harceleurs, parents du harcelé et de l'éducation nationale. Je vous propose qu'on écoute Maître Labruyère qui nous a préparé des travaux là-dessus. Alors merci beaucoup. Préparer, c'est peut-être un bien grand mot parce que j'ai été prévenue un peu rapidement. En tout cas, merci beaucoup de me donner la parole sur un sujet crucial. Et je voudrais juste, avant de vous donner quelques éléments sur la responsabilité pénale et aussi la possibilité pour les victimes d'être entendues, revenir sur 2-3 mots qui ont été dits. Je crois que c'est très important ce que vous disiez sur les signaux faibles, notamment chez les enfants, parce que les enfants ne vont pas toujours verbaliser les choses comme nous en tant que parents ou en tant que tata, frère, sœur, oncle, tante, cousin, voisin. On aimerait l'entendre, c'est-à-dire que c'est pas toujours très clair. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas nécessairement conscience d'être une victime. Et quand vous parliez d'un délai de 10 jours,
il faut savoir que le harcèlement, c'est un comportement répété. Donc, cette notion de répétition pour qualifier l'acte de harcèlement. Et ça, c'est vraiment important parce que les enfants peuvent être victimes, comme nous, tout un chacun, demain, dans la rue, d'un comportement. Et pourtant, ce ne sera pas nécessairement qualifié d'harcèlement parce qu'il n'y aura pas cette répétition. Et vous parliez d'un comportement, d'une réaction sous 10 jours. Je pense que ça, c'est vraiment à garder en tête parce que nos enfants, nos voisins, nos voisines, nos amis peuvent être victimes et le harcèlement, c'est pernicieux, ça s'inscrit dans le temps et ça peut être des toutes petites actions qui, à la fin, vont conduire à soit un drame, soit une détresse psychologique de la victime et aussi, et c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que vous disiez, aussi du bourreau. Parce que on le voit, et je suis ravie que vous citiez les pays nordiques, on le voit, il y a des études sur les bourreaux, il y a beaucoup d'études sur la justice réparatrice aussi, oui, sur ces aspects qui font travailler aussi les bourreaux sur la prise de conscience du comportement. Et là, donc, pour en revenir à notre sujet, au niveau des mineurs, il y a aussi la difficulté qu'ont les bourreaux d'avoir conscience de leurs actes. Alors, vous donniez un chiffre très intéressant, c'est pour ça que je reviens à mes petites notes, sur le fait que les enfants ont un téléphone portable et ce, avant 13 ans. Il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse pénale au sens où on l'entend de manière communément admise. On imagine qu'on peut mettre tout le monde en prison. Ben, évidemment non, et encore moins les mineurs de moins de 13 ans, où il y aurait une responsabilité pénale, mais ils n'auront pas accès à une sanction, notamment parce qu'ils ont un défaut de discernement. Donc il y a une présomption de non-discernement de l'enfant qui commet un acte qui serait un harcèlement, et ce même un cyberharcèlement. De moins de 11 ans, de moins de 13 ans, il serait donc il serait déclaré incapable en fait de recevoir une sanction pénale puisque il n'a pas de discernement au sens pénal. Donc là, on voit bien qu'il y a une dichotomie entre ce que vous observez dans les comportements et donc dans ce que vont vivre les victimes et la réponse pénale. Donc là, je vous rejoins sur ce que vous disiez, la sensibilisation, la formation et la vigilance de l'ensemble des acteurs autour de l'enfance doit être renforcée, et là, notamment des parents qui engagent leurs responsabilités à titre, alors non pas pénal, mais à titre civil, de toutes les conséquences, donc financières évidemment, mais alors dans les conséquences financières, on peut aller très loin, hein, puisqu'il va évidemment y avoir le soin, mais il pourrait aussi y avoir un déménagement si on devait déménager un enfant. Enfin, des conséquences financières, on peut vraiment lister de manière très étendue ce qu'on pourrait demander comme réparation auprès des parents des harceleurs. Donc, je pense que c'est important de le préciser parce que quand on a moins de 13 ans, la réponse pénale, elle est compliquée à donner à l'encontre de l'auteur. Et on comprend quand même assez pourquoi un enfant n'est pas accessible à une sanction pénale comme un adulte. Ensuite, il y a des différences de sanctions lorsque l'enfant a plus de 13 ans, il a une amende, donc là vous comprenez bien qu'elle est payée par les parents, sauf s'il a un patrimoine déjà fourni, mais bon, l'amende peut être de 7 500 €, donc si on a des enfants qui ont 7 500 € sur un compte, c'est sympa, mais je pense que c'est quand même à moins de 13 ans assez rare. Il peut quand même y avoir une peine de 18 mois de prison. Donc on arrive quand même déjà à des peines qui sont costauds quand on a 13 ans. Risquer ce type de sanctions, c'est déjà un gros pas. Ensuite, pour résumer, hein, on peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsqu'on est un auteur de harcèlement ou de cyberharcèlement. Donc, le message que moi j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est de dire les parents, les amis, les voisins, les témoins, en règle générale, soyez vigilants parce que si vous ne dénoncez pas des faits dont vous avez connaissance, si vous ne portez pas secours à la victime ou si vous n'alertez pas sur les informations que vous pouvez recueillir, eh bien, vous pourriez en fait être complice de ce harcèlement, et les complices sont accessibles aux mêmes sanctions que les auteurs s'ils ont laissé faire ou qu'ils ont également participé. Donc là-dessus, il y a quand même une vigilance accrue en tant que parents, témoins ou bien adolescents qui participent à ce type d'actes. Ensuite, juste pour que vous ayez bien conscience,
tout à l'heure, on disait qu'il était urgent. Vous disiez que c'était un mot qui était revenu, c'était l'urgence. En fait, c'est comment réagir face à la détresse de mon enfant, ou comment réagir, et comment je vais réagir vite, comment je vais faire en sorte que ces 10 jours n'arrivent pas. Eh bien, la difficulté aujourd'hui, c'est aussi que la réponse pénale, la réponse judiciaire est longue à venir. Et c'est naturel, c'est le propre de la justice, c'est d'avoir un temps long, d'avoir un temps de réflexion, de ne pas agir dans la précipitation. Et c'est, dans un sens, très heureux. Mais le problème, c'est que là, on a encore une fois une dichotomie entre l'urgence du secours, du mal-être, et alors là, je parle tant d'un point de vue de la victime que du bourreau, parce qu'on ne va pas dire que tous les bourreaux sont absolument conscients et trouvent ça super de harceler leurs petits camarades. Donc, je vais considérer qu'eux aussi ont une forme de souffrance et ont peut-être été eux-mêmes exposés. C'est un jeu souvent. Hein. Voilà. Un jeu qui s'additionne avec les autres. Voilà. Et là, on le voit encore, là, la réponse judiciaire, elle a un temps long. Donc, je pense que vous en direz 2 mots de ce qu'on peut mettre en œuvre pour rapidement avoir une réponse. Et enfin, on a évoqué les plateformes. Alors, j'ouvre une parenthèse très rapidement. Alors, on peut obtenir des retraits des contenus. La difficulté, elle est que souvent dans le cyberharcèlement, on l'a dit, c'est plutôt par message que ça va se passer, c'est plutôt au travers d'une conversation, d'une mise en avant dans des chaînes WhatsApp, par exemple, dans des boucles WhatsApp, dans des boucles Snapchat ou Insta. En fait, c'est à ce moment-là que vous aurez une infraction qui sera commise et que le harcèlement va se développer. Donc, ça sera peut-être compliqué d'obtenir un retrait parce que la condition pour obtenir un retrait, c'est non seulement que la plateforme en ait conscience, mais également qu'elle puisse agir de manière rapide. Sauf qu'on le voit dans les boucles de communication. En fait, les enfants se passent de l'information, détruisent la boucle et recommencent, et ainsi de suite. Donc, la plateforme peut être assez démunie pour réagir face à la situation. Et du coup, c'est là où les huissiers ont toute leur place. Et je vous fais la transition. Bravo, merci maître. Donc d'un maître à un autre, je vais laisser maître Racine, donc, qui je le rappelle a la double compétence informaticien et huissier de justice, nous expliquer comment il fait de la collecte de preuves dans les cas de cyberharcèlement. Alors merci Brigitte, merci Oriane. Alors effectivement, tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation. Je suppose que tout le monde sait ce qu'est un huissier de justice, mais je vais quand même le rappeler, puisque dans les croyances, enfin dans la culture populaire classique, on agit principalement pour l'exécution de décisions de justice, les expulsions notamment, les saisies de comptes bancaires. Mais on a aussi une activité qui s'est fortement développée ces dernières années, c'est le constat. Le constat, c'est quoi? C'est de figer une situation et d'apporter la preuve d'un fait matériel. Une fois que vous avez ces éléments, vous comprenez tout l'intérêt d'un constat dans votre quotidien en matière de dégâts des eaux, un état des lieux, un problème commercial, voilà, etc. Alors, les huissiers de justice, on est nombreux en France. On est un peu plus de 3600. Il y a quasiment 1700 études à travers la France qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. La force de la profession, d'une manière générale, c'est son maillage territorial, c'est-à-dire que chaque personne en France peut avoir accès rapidement à un huissier de justice. L'huissier de justice, c'est un juriste de terrain. Vous allez voir l'huissier de justice un peu comme si vous alliez voir le boulanger. Vous vous présentez à l'étude, pourtant moi je suis en milieu urbain, j'exerce à Paris, mais souvent les personnes viennent à l'étude, nous indiquent tout simplement bonjour, j'ai un problème avec mon voisin, et la discussion s'engage, il n'y a pas de prise de rendez-vous, on est accessible, et c'est pas uniquement les collaborateurs, mais aussi les huissiers en titre, les associés des études sont très accessibles. Je fais du conseil, on va dire, quasiment de manière journalière, que ce soit pour une personne qui a un problème avec son époux, quelqu'un qui a un problème avec son locataire, des problèmes de voisinage, etc., etc. Et si vous voulez, cette accessibilité, quand on parle de cyberharcèlement, est très importante. D'ailleurs, la Chambre nationale des huissiers de justice de Paris avait mis en place en 2019, j'en avais parlé à Brigitte qui n'en avait même pas entendu parler, mais c'était une belle initiative, de mettre en place un constat dit à 1 euro. C'est-à-dire que toute personne qui a besoin de faire constater sur le support de son choix, enfin quel que soit le support qui contenait la preuve, pouvait se déplacer dans n'importe quelle étude d'huissier en France et
contre un constat à 1 euro, obtenir donc le fameux constat avec la preuve du cyberharcèlement. Alors, je vais revenir après sur les supports que l'on peut constater, etc. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération, je pense, dans le cyberharcèlement. Bon, il y a effectivement ce délai de 10 jours, mais en réalité, il y a aussi la volatilité de la preuve, qui est une réalité sur les réseaux sociaux. Parce que, comme Oriane l'a indiqué précédemment, les boucles où le harcèlement se produit, notamment les groupes WhatsApp, peuvent disparaître dans la seconde où ils sont faits. C'est quelque chose de très volatile. Alors, c'est pour ça que les huissiers de justice, d'une manière générale, même si c'est un peu méconnu, sont des acteurs qui peuvent être intéressants à mettre en avant dans la lutte contre le cyberharcèlement, puisque si vous voulez, on va pouvoir agir très rapidement, dans la minute, sur un téléphone, en se connectant depuis un ordinateur sur un réseau social, pour tout de suite capter une preuve qui va disparaître peut-être le lendemain ou peut-être une heure après. Moi, ça m'arrive régulièrement de faire des constats à titre personnel en matière de e-réputation ou même en matière de diffamation ou d'injure. Et effectivement, des fois, les pages Internet disparaissent avant même qu'on ait le temps d'agir, alors qu'on nous a appelé quasiment dans les 10 minutes qu'on suivit la prise de conscience par la personne qui est en train de se faire insulter, etc., etc. Et si vous voulez, en fait, on a une quasi-instantanéité. Et nous, en tant qu'huissier de justice, on a une quasi-obligation de résultat, surtout en matière de cyberharcèlement. Et bon, d'une manière générale, que ça touche un enfant ou un adulte, l'impact psychologique pour la personne qui est victime est tellement important qu'on n'a pas une obligation de moyens. Je suis désolé, j'ai tout fait, ça a disparu. Désolé pour vous, revenez la prochaine fois. C'est un peu difficile à accepter déjà humainement, au-delà de l'huissier de justice que l'on peut être, de dire à une personne qui est victime de ce type de choses, qui est quand même un mal, le mal de l'époque, de lui dire on s'est trompé, on n'a pas réussi à obtenir la preuve, revenez la prochaine fois que ça arrive. Donc du coup, voilà un peu pour l'huissier de justice. Si vous voulez, on en a beaucoup à travers la France. Qui fait les constats? L'huissier de justice ou inclérabilité. Donc on multiplie encore le nombre de constatants. On le fait où? On le fait dans nos études. On se déplace aussi chez les personnes. Ça m'arrive régulièrement de me déplacer dans un endroit, on va dire, rassurant pour l'enfant, qui va être, par exemple, les parents vont me demander de venir, je vais me déplacer au domicile pour faire le constat sur le smartphone, mais effectivement, on le fait dans le cadre du domicile familial, parce que c'est un endroit qui est sécurisant, on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus intime, il n'y a pas cette espèce de côté, on va chez quelqu'un, on se montre, va y avoir la personne de l'accueil qui va me voir, va y avoir la personne, le collaborateur de l'huissier qui va me voir, donc si vous voulez, on s'adapte aussi au type de choses, parce que bon, le cyberharcèlement et la cyberviolence, on a aussi une pratique qui est malheureusement en vogue, qui est le revenge porn, par exemple, et qui a tendance à aussi meurtrir, même pas 10 jours, mais directement la personne, qui a envie plutôt de se cacher, plutôt que d'aller voir un huissier de justice pour faire constater, par exemple, les messages qu'elle a reçus, ou de faire constater la vidéo. Alors, effectivement, donc le lieu du constat, en fait, il est libre tant qu'on est sur le territoire français. Un huissier de justice, même parisien, peut aller à l'autre bout de la France pour faire un constat. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de souplesse qui est un peu liée à notre fonction, mais qui, je pense, est un bel outil et un bon moyen aussi de protéger et d'aider les victimes dans le fait de rapporter la preuve d'un cyberharcèlement. Parce que, effectivement, pour obtenir des réparations, encore faut-il prouver qu'il y a eu cyberharcèlement. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Donc au niveau du lieu, donc on a vu, je vous ai déjà exposé l'action en 2019 qui avait été faite. Donc pendant un mois, les constats coûtaient 1 euro. On l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, notamment AXA qui propose des produits d'assurance qui sont tournés autour de la protection juridique, qui permettent aussi aux parents qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui bénéficient bien souvent dans des contrats, dans leur police d'assurance de protection juridique, la prise en charge de ces constats-là, qui sont naturellement faits à des prix cassés, voire dérisoires par les huissiers de justice. Enfin, c'est le cas pour moi, notamment en matière, mais c'est pas le seul domaine, en matière de violence conjugale, c'est aussi la même chose, parce qu'on a quand même une mission de service public qui tient à cœur. Et si vous voulez, donc voilà, donc quand j'en ai parlé à Brigitte, elle n'a même pas pensé à appeler un huissier pour participer à cette table ronde. Bon, j'ai trouvé que c'était dommage, mais j'ai aussi mesuré l'ampleur un peu de la méconnaissance de l'huissier de justice et de ses fonctions et de sa capacité à aider les justiciables, même dans ces cas-là.
qui sont des problèmes qui nous toucheront de toute façon tous à un moment donné personnellement, dans notre cercle proche ou très proche. Parfois même on peut en être victime. Et là je ne m'adresse pas seulement aux enfants mais aussi sur votre lieu de travail. Moi j'ai eu à intervenir dans des sociétés qui m'ont demandé d'intervenir à la demande de l'un de leurs salariés par exemple, pour venir constater des échanges qui étaient constitutif d'harcèlement sur Microsoft Teams ou sur Slack ou ce genre de choses. Et si vous voulez, bon, c'est quand même quelque chose, un phénomène qui doit être quand même enrayé. Mais l'important aussi est de montrer, de pouvoir apporter la preuve facilement. On est parfois même, on nous dirige parfois des victimes, parfois même le commissariat, dans le cadre de dépôt de plainte, conseille à la personne d'aller tout de suite chez l'huissier de justice avec son téléphone pour faire un constat, pour figer une situation. Parce que c'est ça le constat du huissier de justice, c'est de figer un environnement de constat et une preuve. Donc un fait matériel, je ne sais pas moi, 150 messages envoyés dans la minute, etc., etc. Ce qui m'amène à vous parler un peu, et de manière beaucoup plus technique, et là, bon, de manière peut-être moins intéressante, mais vous verrez, je vais essayer de rendre les choses ludiques. Bon, concrètement, le constat sur le cyberharcèlement va concerner, dans 99,9% des cas, le smartphone de la victime, puisque bon, bien souvent, quand ce sont des enfants, moi j'ai peu d'enfants, par exemple, qui ont leur ordinateur personnel à la maison. En réalité, leur moyen de communication sur Internet, et je rejoins, c'est un smartphone, mais c'est surtout un terminal sur lequel ils vont écrire des messages, accéder à leurs réseaux sociaux, parler avec leurs copains, leurs copines, à des heures complètement impromptues, parce que bien souvent, alors moi, le contrôle parental, par exemple, sur toutes les affaires sur lesquelles je suis intervenu, il n'y avait jamais de contrôle parental. Les parents tombaient un peu dénus, même quand ils découvraient le nombre de réseaux sociaux sur lesquels étaient inscrits leurs enfants. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une méconnaissance totale. Alors bon, peut-être que pour nous, notre génération, qui avons un peu grandi avec ça, on sera beaucoup plus attentifs. Mais je comprends aussi, moi, je pense par exemple à mes parents, quand je leur parle parfois de réseaux sociaux, ils connaissent absolument rien. Ils me demandent encore comment ils font pour allumer, je ne sais pas, tel logiciel ou pour aller sur tel site. Enfin, vous voyez, la connaissance et justement la méconnaissance fait qu'aujourd'hui, les enfants ont parfois du mal à se confier même à leurs parents parce qu'ils ne savent pas vraiment, ils ne connaissent pas l'environnement numérique dans lequel ils évoluent. Et du coup, si vous voulez, alors au niveau des constatations à proprement parler de mon travail dans ces affaires-là, ça porte un peu sur tous les supports. Tout ce qui permet à un moment donné de récupérer la preuve du harcèlement. Alors, on évoquait tout à l'heure les nouveaux moyens, notamment de certaines plateformes, mais par exemple sur Facebook, en 2 ou 3 clics, de manière assez simple, vous pouvez télécharger le contenu total d'une discussion sur Messenger, donc qui est la messagerie intégrée à Facebook, ou alors sur WhatsApp par exemple. En 2-3 minutes, vous pouvez récupérer l'intégralité d'une conversation qui a eu lieu sur un fil de discussion WhatsApp. Et vous voyez, ce type de choses permettent de... Excuse-moi, je me permets parce que les parents souvent posent la question parce qu'ils veulent très vite supprimer justement ces éléments-là qui sont un effet des preuves parce que pour que le harcèlement s'arrête. Est-ce qu'une simple photo et une simple copie-coller, parce que je vais employer les mots les plus simples possibles, suffit ou il faut encore plus ? Alors, la problématique de la photo, si vous voulez, c'est qu'elle n'est pas réalisée par l'huissier de justice et qu'une photo, ça peut être aisément truqué. D'accord ? Donc au niveau des éléments, c'est de venir chez l'huissier, on fige le contenu, la situation à un instant T, et ensuite la personne peut supprimer, parce qu'on a aussi conscience que les personnes, elles ont besoin aussi peut-être d'oublier de passer à autre chose, et à ce moment-là, à partir du moment où on s'est fixé dans un... Enfin, le constat d'huissier, chez moi, il est conservé 25 ans. Donc même si vous ne décidez pas du jour au lendemain de l'utiliser, ou si vous le perdez, vous déménagez, etc., vous pouvez toujours me rappeler en me disant, voilà, j'ai fait un constat il y a un moment, et ça arrive surtout en matière, bon là en l'occurrence en matière de divorce ou pré-divorce. Et effectivement, dans ces situations-là, souvent les actions, en fait, ils viennent tout de suite chez moi, chez l'huissier de justice, mais en réalité, souvent, l'action après qui est entraînée est beaucoup plus longue à mettre en place, mais au moins la preuve a été figée. Et ça permet aussi, dans le cadre du cyberharcèlement, quand il y a des photos qui sont insoutenables, et bien malheureusement ça arrive souvent, à la personne, une fois qu'elle l'a fait constater, de supprimer tout ça de son téléphone et de aussi commencer psychologiquement à se reconstruire. Si je peux intervenir, justement, c'est très ce que vous dites, mais c'est un peu comme les enfants quand ils se cachent, ils pensent qu'on les voit plus. En fait, c'est pas parce qu'on a supprimé la preuve du téléphone que ça n'existe plus, parce que là aussi c'est un manque cruel de connaissances de comment fonctionne Internet, de comment fonctionnent les réseaux. C'est que c'est pas parce que c'est supprimé chez moi que je ne le vois plus que les autres ne le voient plus. Et c'est là où tout à l'heure vous avez
parlait de transmission intergénérationnelle. Normalement, c'est du plus vieux vers le plus petit, et là, il faudrait qu'on fasse l'inverse. Parce qu'il y a des maîtrises, il y a des outils qu'ils utilisent dont on ne comprend pas le langage, et ce, même moi. Et effectivement, ce que vous dites est très vrai. On veut supprimer parce qu'on ne veut plus voir, parce que c'est insoutenable, alors qu'en réalité, on n'a rien supprimé. Donc, il faut absolument... Et je comprends aussi le délai qui est nécessaire pour digérer la situation, mais même pour appeler un avocat, parce que manifestement, vraiment, on ne va pas chez un avocat comme à la boulangerie, ce que je regrette. Mais pour le coup, c'est important. Il y a ce délai psychologique d'acceptation de la situation et de se lancer dans une procédure qu'on va savoir longue, qui va nous remettre dans toute une situation qui est douloureuse, mais qui fait partie de ce travail d'acceptation et de combat et de reconnaissance du statut de victime, et en face de la sanction qu'on doit donner au bourreau pour pas non plus qu'il pense qu'il a une immunité, qu'il va le poursuivre aussi à l'âge adulte et qu'il deviendra un délinquant, comme vous le disiez. Et effectivement, je vous rejoins, c'est très important de conserver ces éléments dès le démarrage. Voilà. Je pense que pour ma part, tout a été dit sur la fin, et effectivement, en tout cas, l'huissier de justice peut aider, je pense, en matière de cyberharcèlement. Il est important de communiquer là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre huissier ou d'un huissier qui est proche de chez vous. Il sera à même de vous donner les mêmes informations que moi. Ce que je vous propose, puisque nous avons complété les échanges que nous avions prévus, c'est que chacun d'entre vous donne une recommandation sur le cyberharcèlement, de façon à ce qu'on collecte la vision de chacun. Et puis, je vous propose que Thierry, ensuite, fasse une conclusion sur justement les grandes recommandations du rapport de l'Institut Montaigne. Laetitia, et puis on va le faire dans cet ordre-là, comme ça. Alors, ma recommandation, ça serait, évidemment pour les enfants, ça serait d'en parler, de ne pas garder ça pour soi, car le harceleur, justement, est là pour faire en sorte de vous isoler. Donc, deux petits conseils aussi pour les parents. Posez-leur la question en fin de journée, quelle est la chose qu'ils ont détestée sur leur journée, et quels sont les deux éléments qu'ils ont adorés. Donc, quand j'ai appris à utiliser cette méthode-là, j'en apprends des vertes et des pas mûres. Bon, alors moi, au niveau de ma recommandation, au-delà du fait qu'il faut recourir à un huissier dès que vous en avez la possibilité, mais non, néanmoins, c'est important la recommandation principale, c'est surtout, et ça va être beaucoup plus technique en réalité sur les constatations, c'est qu'il serait utile que les réseaux sociaux, d'une manière générale, permettent plus facilement la collecte de preuves quand il y a des cyberharcèlements, et de limiter un peu cette volatilité. Parce que finalement, elle sert beaucoup les harceleurs, hein, mais beaucoup moins les victimes, du coup, qui ont parfois beaucoup de mal à faire reconnaître le harcèlement. Donc ma recommandation à moi, d'un point de vue technique en tant que professionnel, ce serait vraiment que les réseaux sociaux arrivent à faciliter la collecte de preuves dans ces cas-là. Pour ma part, sans surprise, ça sera sur l'hygiène numérique. On a dit souvent que les enfants savent bien utiliser les outils numériques, souvent mieux que leurs parents, mais pour autant, ils savent souvent assez mal respecter les bonnes règles de sécurité numérique. Donc ça passe sans surprise par une bonne gestion des mots de passe. Ça tombe bien, c'est le thème du cybermois cette année. Donc utiliser des mots de passe forts, les changer régulièrement et ne pas les partager. Si les enfants connaissent les mots de passe des parents, c'est pas un très bon signe. Donc ne jamais les partager, y compris au sein du couple ou de la famille, et surtout avec des amis à l'école. Et plus largement, de respecter les bonnes règles d'hygiène numérique. Donc typiquement, ne pas publier des informations personnelles, voire confidentielles sur les réseaux sociaux, les adresses, les documents d'identité ou toute information qui pourrait être confidentielle sur la famille. Donc apprendre tous ces gestes, toutes ces bonnes pratiques aux enfants dès le plus jeune âge. Merci Arnaud. Maître Labruyère. Alors ma reco, ce serait de dire qu'il faut être lucide. Nos enfants ont beau être la première merveille du monde, ils ne sont ni parfaits, ni non exposés à tous les dangers du monde. Donc ils peuvent être bourreaux ou victimes. Donc voilà, soyez lucides. Merci. Thierry, je vais te laisser conclure. C'est gentil. Je voulais juste dire que ce rapport qui date d'avril 2020, j'ai eu l'occasion d'aller le présenter au ministre de l'Éducation nationale. J'ai eu l'occasion, et je salue parce que je vois qu'il y a quelques officiers de la gendarmerie, j'ai eu l'occasion de le présenter au général Christian Rodriguez aussi, qu'on veut travailler avec la gendarmerie, qui est d'abord parce qu'elle est ancrée dans les territoires. Et
elle est au cœur des relations avec les populations et avec les enfants. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que, vous voyez, il y a la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, elle a permis l'ouverture de la speak-up policy dans les entreprises. Et aujourd'hui, quelqu'un qui dénonce une problématique de harcèlement, eh bien, il est écouté, et puis cette écoute est anonymisée. Et ce qui est fou, c'est qu'on arrive à faire des choses dans le secteur privé qu'on n'arrive pas à faire. Alors certes, c'est un écosystème plus complexe, l'écosystème du harcèlement et du cyberharcèlement, compte tenu du fait que ça se passe sur des plages horaires qui n'embarquent pas que l'éducation nationale, mais il est vraiment fondamental qu'on commence à prendre conscience que ça doit être une cause nationale. Donc on a structuré nos propositions sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe de la prévention des risques, avec bien entendu l'éducation nationale au cœur. Il existe beaucoup de mesures et beaucoup de choses qui sont faites, notamment depuis la réforme des lycées de 2019. Je pense aussi à la gendarmerie avec le passeport Internet, et je crois qu'ils veulent le déployer encore plus. Mais c'est vous qui disiez ça, c'est toi qui disais ça un instant. Je veux dire, la maîtrise des usages par les adolescents n'a rien à voir avec la maîtrise de l'informatique. Et donc il est important non seulement en première, parce qu'ils ont créé la spécialité informatique. Je voulais juste dire qu'il y a 8% des élèves qui s'inscrivent en première dans cette spécialité, qui sont composés à 15% d'hommes et seulement 2% de femmes. Quand on sait la prévalence du cyberharcèlement sur les femmes, on se dit que là, il y a un véritable problème. Donc il est important de s'adresser aux enfants de façon beaucoup plus jeune, à partir du CM2 et puis au collège, afin qu'ils maîtrisent leurs données sur Internet. Ce n'est pas un sujet d'usage, c'est un sujet de maîtrise des outils informatiques. Donc la recommandation numéro 1, c'est d'en faire une cause nationale. La deuxième recommandation sur l'axe de l'accompagnement, c'est, compte tenu de tout ce qu'on a dit sur la nécessité d'agir rapidement, c'est de créer un guichet unique. Aujourd'hui, les enfants, les parents ne savent pas à qui s'adresser. On l'a vu, il y a 10 000 associations qui travaillent super bien. Je veux dire, leur travail n'est pas coordonné. L'ouverture de ces associations, souvent, c'est jusqu'à 19h le soir, c'est pas ouvert le week-end. Et quand vous êtes cyberharcelé le week-end, on ne sait pas exactement à qui vous adresser. Et puis, quand je dis d'en faire un guichet unique, c'est en faire un guichet unique multicanaux. Pas juste, j'allais dire, un numéro de téléphone. Hein. Je pense qu'il y a un exemple qui fonctionne assez bien, qui est le 3919, certes pour les violences faites aux femmes. Et ça, là aussi, ça a été une volonté de créer un guichet unique. Et puis tout le monde a en tête désormais le 3919. Il faut absolument qu'on fasse la même chose pour les problématiques de cyberharcèlement, que ce guichet unique derrière oriente en fonction du type de harcèlement dont souffre l'enfant, parce qu'on a l'homophobie, on a l'antisémitisme, on a un paquet de choses extrêmement divers. Les enfants, parfois, ils n'ont pas envie d'embarquer leurs parents lorsque une gamine de 12 ans a mis une photo intime sur Internet. S'il y a des personnes à qui elle n'a pas envie d'en parler, c'est évidemment aux parents, sauf qu'il faut quand même qu'elle puisse en parler à quelqu'un. Ce n'est pas forcément la figure d'autorité qui doit être l'interlocuteur, parce qu'elle n'a pas forcément envie non plus d'en parler au chef d'établissement. Donc il faut aussi pouvoir créer des ambassadeurs un peu étrangers à ces figures d'autorité, afin qu'elles aient une forme de liberté d'expression, que ce soit par téléphone, physiquement, ou à travers les plateformes d'échange que les jeunes utilisent plus. Donc c'est organiser tout le système autour de l'éducation et du périscolaire dans de nouvelles gouvernances, avec cette obsession de la gestion de crise en temps réel. Et le troisième axe, c'est l'axe de la responsabilisation des jeunes, notamment des jeunes qui sont des harceleurs, pour le prendre très en amont, les accompagner, les coacher, pas forcément les culpabiliser comme on adore le faire en France une fois que le drame est intervenu, mais vraiment être dans l'échange, y compris avec le harceleur qui sans doute a été une victime dans une vie antérieure. C'est aussi, en termes de responsabilisation, c'est comment j'inscris tout cela dans le droit. Il y a un problème dans le droit français, et pas juste dans le droit pénal, mais c'est également vrai dans le droit européen, c'est qu'il faut inscrire la vulnérabilité des enfants dans le droit.
Dans la réglementation RGPD, par exemple, eh bien, il n'y a rien qui est prévu pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a un petit alinéa qui est dit « attention, il faut faire attention aux enfants ». Mais il n'y a rien de spécifique lié à la protection des données personnelles pour les enfants. Il faut aussi pouvoir rapprocher le code pénal du code de l'éducation nationale, ce qui aujourd'hui n'est pas fait. Et puis, on le disait tout à l'heure, c'est Maître qui disait ça, c'est, je veux dire, un gamin de 12 ans, il ne va pas être condamné à 30 000 € d'amende et à 15 mois de prison. Donc parce que le code pénal n'est pas prévu ou n'est pas adapté à ce type de situation, eh bien, il faut commencer à l'adapter et le relier au code de l'éducation nationale. Et enfin, il faut responsabiliser les opérateurs téléphoniques, parce que si vous allez avec votre enfant chez un opérateur téléphonique, je pense que personne ne vous parle jamais de protection parentale, etc. etc. Je veux dire, ce n'est pas le sujet des boutiques, quelle qu'elle soit. Dernière responsabilité qui est fondamentale, la responsabilité des plateformes. Donc ce que nous recommandons, c'est, on est un pays d'ingénieurs souvent, et j'imagine qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Et on adorerait pouvoir aller à Mountain View chez Google pour pouvoir comprendre l'algorithme de Google. Et alors là, vous allez envoyer 3 personnes, des ingénieurs super capés, qui vont être reçus par 3 ingénieurs à Mountain View, et puis quand vous allez rentrer à Paris, l'algorithme il aura déjà bougé. Donc nous, ce que l'on recommande, ce n'est pas d'aller analyser l'algorithme, mais c'est d'analyser l'output de l'algorithme en fonction de situations réelles, c'est-à-dire d'appliquer des stress tests et des audits indépendants, au même titre qu'à l'instar de ce qui se fait sur le système bancaire. Le système bancaire, les banques, on les met face à des réalités potentielles et on voit comment elles réagissent. Eh bien, ce que l'on recommande, et l'idée c'est de le bâtir avec les plateformes, un peu comme fait le CSA, sur les contenus violents, c'est de le bâtir avec les plateformes, avec des audits indépendants, faire des stress tests en disant voilà une situation réelle, comment est-ce que vous réagiriez, voilà, et de publier les résultats afin que petit à petit tout le monde progresse en la matière. Merci beaucoup Thierry. Je tiens à remercier le CF6 qui nous a donné l'occasion de vous présenter ces travaux. Je remercie chacun d'entre vous. J'imagine que vous avez noté sans aucune ambiguïté la parité magnifique à laquelle nous étions arrivés. Merci à Nassira. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question? S'il y a une question dans la salle, quelqu'un qui n'a peur de rien, tout a été clair. Je vous remercie. Merci à vous. Il y a une question ici? Une question? Non, c'est toujours la même. Non, reprends le micro. Non, vas-y. Merci. J'ai juste une question. Je voudrais revenir sur le cas, l'exemple que vous avez donné là, donc de la petite fille qui a envoyé une photo. Plus près, le micro. Plus près. Voilà. Oui. Okay. C'est juste que je parle très fort naturellement, alors ça me fait peur le micro. Donc je voudrais revenir sur le cas de la petite fille qui a envoyé une photo dénudée et qui se retrouve cyberharcelée. Et j'essaye de un petit peu m'imaginer dans son cas. Donc on a dit qu'effectivement elle ne voudrait peut-être pas en parler au chef d'établissement et à sa famille. Mais moi, si j'étais à sa place, je pense que je n'oserais même pas appeler parce qu'à 11 ans, à 13 ans, c'est l'âge de la honte. Et je me dirais, mes parents, ils ont la facture de téléphone, ils vont savoir que j'ai appelé. Et du coup, ils vont le savoir. Du coup, est-ce que vous avez adressé cette problématique et comment vous y répondez ou... Alors, je pense que certains d'entre nous l'ont abordé. Tout d'abord, je tiens à vous signaler qu'il y a un certain nombre de numéros spéciaux qui n'apparaissent pas sur les factures de téléphone, en particulier les numéros pour les violences faites aux femmes. Donc, on peut aussi imaginer les mêmes choses de façon à ce que les numéros n'apparaissent pas. Ensuite, je sais que Maître Racine a eu le cas sur des problèmes de revenge porn, par exemple, mais peut-être Thierry ou... Moi, je voulais juste dire qu'il me semble que la solution de l'ambassadeur extérieur à la figure d'autorité peut être une solution. Les pays du Nord le font, c'est-à-dire qu'il peut très bien avoir un ambassadeur quand vous êtes en 6e et l'ambassadeur, il est en 3e. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, et lui, l'élève de 3e, il peut aller en parler aux figures d'autorité. Donc je pense qu'il faut des choses extrêmement flexibles pour qu'il puisse avoir beaucoup de possibilités qui ne mettent pas cette petite fille dans une situation de honte par rapport à cette figure d'autorité, qu'elle soit parent ou enseignante.
on l'a fait dans la contraception, où on a eu des centres d'accueil pour mineurs, qu'ils soient garçons ou filles, pour venir parler de problèmes de contraception ou d'agression ou de grossesse, etc. Et les petites filles et les garçons étaient accompagnés par des adultes, c'est-à-dire des personnes de plus de 18 ans. Voilà ce qui est la définition d'un adulte dans notre société. Et là, j'ai peut-être la honte d'en parler à mon frère, ma soeur, mes parents, ma cousine, mais ma meilleure amie, peut-être que sa grande sœur à elle, là, ce sont peut-être des figures d'autorité pour l'enfant qui pourraient être des très bons relais. Et si on a réussi à le faire pour la contraception, qui était quand même un sujet un peu plus sensible dans le sens au niveau sociétal, je pense qu'on devrait arriver à le faire. Je vous rejoins sur la partie du cyberharcèlement. Ou du harcèlement tout court d'ailleurs. Tout d'abord, je vais garder bien au chaud ce joker pour mettre plutôt finalement des mineurs aussi un ambassadeur, parce qu'on n'avait pas eu l'idée. Et pour répondre à la question, moi j'ai moi-même vécu en fait un harcèlement sur Instagram, des photos qui étaient envoyées avec un exemple de poupée vaudou qui a fait peur tout de suite à un copain de mon fils. Et évidemment, il n'en a absolument pas parlé à ses parents, absolument pas parlé à d'autres adultes. Il avait honte de ce qu'il avait reçu. Il en a parlé à mon fils parce que mon fils avait dit « Ma maman, elle travaille dans ces sujets-là. » Voilà. Et évidemment, tout de suite, moi j'ai pris la preuve et puis je lui ai dit « Efface-la » et puis « Réponds surtout pas » et puis voilà. Et ça c'est fini. Il n'y a pas eu de cyberharcèlement. Mais s'il avait répondu, où ça serait allé, on ne sait pas. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci.